En Afrique du Sud, plusieurs journalistes et militants ont protesté devant le siège de la SABC, la chaîne de télévision publique sud-africaine, pour dénoncer des procédures internes dont certains ont été sanctionnés pour avoir exprimé leur désaccord face à la ligne éditoriale du média. Un commentaire de Bakary Koné. Plusieurs journalistes et militants ont protesté devant le bâtiment de SABC, la chaîne de télévision publique sud-africaine, pour dénoncer des procédures internes dont certains ont été sanctionnés pour avoir exprimé leur désaccord face à la ligne éditoriale du média. Une cinquantaine de journalistes et de militants ont manifesté vendredi devant les locaux de la télévision publique sud-africaine à Johannesburg pour protester contre des décisions de la chaîne qu'ils considèrent comme de la censure, à quelques semaines des élections municipales à haut risque pour le pouvoir. Nous voulons de vraies informations, pas de propagande, scandaient les manifestants, tous vêtus de noir. Lundi, le PDG de la SABC, Jimmy Matthews, a démissionné, expliquant que ce qui se passait au sein de son groupe était mal et contraire à ses valeurs. Holdy Mosweng, chef des opérations de la SABC, mais véritable patron du groupe, est la principale cible des critiques. Réputé proche de l'ANC, le parti au pouvoir, il est accusé de promouvoir une couverture médiatique plutôt favorable au gouvernement. En mai, la SABC a banni la lecture des gros titres des journaux de la presse écrite, parfois critiques envers le pouvoir, dans les émissions de la radio du groupe. Quelques semaines plus tard, la chaîne a annoncé qu'elle ne couvrirait plus les destructions des biens publics lors des manifestations. Une consigne mise en pratique lorsque la SABC a assuré le service minimum lors des émeutes qui ont secoué la capitale Pretoria et fait 5 morts. En Libye, les combats se poursuivent entre le groupe État islamique et les forces du gouvernement libyen d'Union nationale à Sirte. Les forces pro-gouvernementales ont repris ce vendredi un important quartier dans le centre de la ville de Sirte. Un commentaire d'Abdul Karim Sako. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale ont repris vendredi 1er juillet un quartier important du centre de Sirte, fief du groupe djihadiste État islamique dans le centre nord de la Libye. Nos forces ont pris le contrôle total du quartier dit des 700 et avancent vers l'hôpital Ibn Sidna et le périmètre du centre de conférence Ouagadougou où les djihadistes ont installé leur centre de commandement, a indiqué le centre de presse des forces loyales au gouvernement d'Union nationale sur les réseaux sociaux. Le quartier résidentiel 700 a été libéré et à 18h heure locale, le centre Ouagadougou et l'hôpital sont encerclés, a également affirmé Mohamed Niadi, chef du renseignement des forces de Mistrata. Des photos diffusées par le centre de presse montrent des membres des forces loyales avancés à pied dans les quartiers résidentiels jusque-là contrôlés par l'État islamique. À la faveur d'une offensive lancée le 12 mai pour reprendre Sirte à l'État islamique, les forces du gouvernement d'Union nationale sont entrées le 9 juin dans la cité et assiègent depuis les djihadistes. Les pro-gouvernementaux ont toutefois été ralentis par la forte résistance des djihadistes qui mènent des contre-attaques, notamment des attentats suicides à la voiture piégée. Au Moyen-Orient, la situation s'envenime entre les Israéliens et Palestiniens. Ce samedi matin, l'armée israélienne a déployé une centaine d'hommes dans le district d'Hébron pour sécuriser le secteur après un brutal regain de violence. Un commentaire de Moussoudja Etenen Traoré. La situation s'envenime de nouveau entre Israéliens et Palestiniens. Samedi matin, l'armée israélienne a déployé une centaine d'hommes dans le district d'Hébron pour sécuriser le secteur après un brutal regain de violence. Dans la branche de Gaza, l'aviation israélienne a également riposté samedi en bombardant plusieurs sites après un tir palestinien de roquettes en territoire israélien. Le 13e tir depuis le début de l'année selon Tsahal. Aucune victime n'est à déplorer, mais les islamistes du Hamas étaient clairement visés. Ces représailles font suite à 3 assassinats de civils israéliens en moins de 2 jours, dont une adolescente poignardée à mort dans son sommeil par un Palestinien. Vendredi, c'est le conducteur d'une voiture qui a été tué. 3 autres Israéliens ont été blessés durant cette attaque. Les États-Unis, la Russie, l'Union européenne et l'ONU ont exhorté Israël et les Palestiniens à renoncer respectivement à la colonisation et à la violence qui minent les chances de paix dans la région, a insisté le quartet.
En Russie, pour Vladimir Poutine, l'OTAN veut entraîner la Russie à la course aux armements. Vladimir Poutine, le président russe, l'a fait savoir lors d'une rencontre avec les ambassadeurs russes à Moscou. Un commentaire de Moussoudier Tenen Traoré. Seul sur scène face aux ambassadeurs russes réunis à Moscou, c'est un Vladimir Poutine concurrent au discours musclé qui est apparu. Dans sa ligne de mire, l'OTAN. Il accuse l'organisation de provocations dans la zone d'influence historique de la Russie, notamment via des manœuvres militaires à ses frontières en Pologne et dans les pays baltes. Nous ne nous laisserons pas entraîner dans cette frénésie militariste alors que eux semblent justement chercher à nous entraîner dans une course aux armements coûteuses et sans perspective pour nous distraire de nos missions principales de développement économique, a déclaré droit dans ses bottes le président russe. Des accusations qui émergent alors que la guerre en Ukraine empoisonne les relations entre l'Union européenne et la Russie depuis 2014 et le vote de sanctions économiques par Bruxelles suite à l'annexion de la Crimée. Plus au sud, le rapprochement avec Ankara semble être par contre acté 7 mois après qu'un avion militaire russe a été abattu par la Turquie au-dessus de la frontière turco-syrienne. Un coup dans le dos s'était alors emporté Vladimir Poutine. Jeudi, le ton a résolument changé. Ankara a présenté des excuses pour le crash du bombardier russe. Nous le prenons en compte et souhaitons prendre des mesures pour reprendre la coopération bilatérale. Vladimir Poutine achève son petit tour d'horizon de l'actualité internationale par le Brexit, un traumatisme qui sera ressenti pendant très longtemps selon lui. La Russie va suivre de près les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, a-t-il précisé. Plein d'ironie, le président russe a déclaré vouloir voir comment l'Europe appliquera alors ses grands principes démocratiques. Euro 2016, les Gallois ont sorti les Belges en les battant 3-1. Ils se sont ainsi qualifiés pour la première demi-finale internationale de leur histoire. Ils rencontreront le Portugal ce mercredi. Un commentaire de Koné Bakary. Une foule en délit à Cardiff, au pays de Galles, alors que son équipe vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro aux dépens de la Belgique. Le pays de Galles n'avait pas fait aussi bien dans une compétition internationale depuis la Coupe du Monde de 1958 et c'est son premier Euro cette année. À Lille, les Gallois ont gagné avec l'art et la manière pour 3-1, dont un but exceptionnel de Robson Cano. Les Diables Rouges, a priori l'une des meilleures équipes du tournoi, quittent donc l'Euro plein de frustration. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir le journal sur notre plateforme m24tv.net ou encore sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres éditions du journal.